L'arrivée à Kinshasa du président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, pour une visite d'État en RDC. Ce mardi, il sera reçu par le président de la République, Félix Tshisekedi. Le sénateur Augustin Matata Ponyo a subi un long interrogatoire ce lundi 11 juillet au parquet général près la Cour constitutionnelle. L'audition a été focalisée sur le dossier de la zaïrianisation pour lequel la Chambre du Parlement a autorisé la justice à le poursuivre. Vague de suspension dans les établissements et services de l'État après Patient Saïba de l'OGEFREM. Ce mardi, on note également l'OCC et le FPI dont les animateurs ont été notifiés par des arrêtés des différents ministres. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Télé 50. L'actualité s'ouvre avec l'arrivée du président burundais à Kinshasa. Hier lundi, Evariste Ndayishimiye a été accueilli par le Premier ministre Sama Lukonde et ce mardi, il va échanger en tête-à-tête avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. C'est une visite d'État qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de fraternité qui existent entre le Burundi et la RDC. C'est sous un ciel dégagé que le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, est arrivé à Kinshasa en fin d'après-midi ce lundi 12 juillet. À l'aéroport international de Njili, le président Ndayishimiye a été accueilli au pied de l'avion par le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Plusieurs autres personnalités ont accompagné le Premier ministre congolais pour accueillir ce hôte de marque. Pour cette première visite d'État en République démocratique du Congo, le chef de l'État burundais a traversé la haie d'honneur présidentielle sous les acclamations de nombreux ressortissants burundais vivant à Kinshasa. Au salon présidentiel de l'aéroport international de Njili, le président Evariste Ndayishimiye a eu un premier entretien avec le Premier ministre Sama Lukonde. C'est sur invitation du président en exercice de l'Union africaine, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le président Evariste Ndayishimiye est venu à Kinshasa pour une visite d'État de 72 heures. Cette visite est la matérialisation de la volonté des deux chefs d'État de renforcer davantage les relations d'amitié et des coopérations qui lient les peuples congolais et burundais, ainsi que la coexistence pacifique entre ces deux peuples. Durant cette visite d'État, les deux chefs se rencontreront en tête-à-tête. Ils auront des entretiens élargis sur des questions d'intérêt commun au niveau bilatéral, régional et continental. Cette visite d'État intervient près de 2 semaines après la rencontre à Goma entre le président Félix Tshisekedi et le ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement, Albert Shingiro, émissaire du président burundais. Le bureau de l'Assemblée nationale va publier ce mardi le calendrier pour la désignation des animateurs de la commission électorale. Ainsi, une plénière est convoquée ce jour malgré la vague des contestations au sein de la classe politique et la société civile. Il s'y est de noter qu'en dehors de l'Église catholique et protestante, d'autres confessions religieuses ont apprêté leur liste, une étape décisive pouvant aboutir à la composition du nouveau bureau. Le sénateur Augustin Matata Ponyo a subi un long interrogatoire ce lundi 12 juillet au parquet général près la Cour constitutionnelle. L'audition a été focalisée sur le dossier de la zaïrianisation pour lequel la Chambre du Parlement a autorisé la justice à le poursuivre. Entre-temps, l'ex-premier ministre est rentré chez lui en homme libre selon ses avocats. L'ancien Premier ministre et sénateur Augustin Matata Ponyo a été entendu ce lundi 12 juillet au parquet général près la Cour constitutionnelle. Après plusieurs heures d'audition, il est rentré chez lui un homme libre. Rien n'ayant filtré de cette audition. Selon certaines sources judiciaires, il a été entendu sur l'affaire de la zaïrianisation. Il pourra toutefois
être invité éventuellement si la justice trouve nécessaire. Et pendant ce temps, ses avocats plaidaient devant le Conseil d'État pour faire annuler la décision du bureau du Sénat portant sur la levée de ses immunités. D'après les avocats du sénateur Matata Ponyo, le bureau du Sénat ne lui avait préalablement pas accordé le temps de se défendre et autorisé des poursuites par le parquet général près la Cour constitutionnelle, alors qu'il est justiciable devant la Cour de cassation. Le Conseil d'État a pris cette dernière affaire en délibéré et rendra sa décision dans 48 heures. Les bureaux du Sénat avait levé le 5 juillet les immunités parlementaires du sénateur Augustin Matata Ponyo et autorisé les procureurs généraux près la Cour constitutionnelle d'engager les poursuites contre l'ancien Premier ministre. Un nouveau réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle aux fins d'obtenir l'autorisation de poursuite contre Matata Ponyo a été déposé au bureau du président du Sénat. L'ancien Premier ministre est de nouveau poursuivi par la justice dans l'affaire des dédommagements des commerçants étrangers en 1973 et 1974, victimes des mesures des aérianisations. Selon la lettre du procureur déposée au Sénat du 4 juin dernier, Augustin Matata Ponyo, alors Premier ministre, avait ordonné les décaissements de plus de 110 millions de dollars et près de 28 millions de dollars entre 2012 et 2013. À l'Office congolais de contrôle OCC, Placide Chisumpa, Rissa Sitabou et Kasongo Mba Isabelle, respectivement président du conseil d'administration, directeur général et directeur général adjoint, sont suspendus de leurs fonctions selon un arrêté signé par le ministre du Commerce extérieur ce mardi 13 juillet 2021. Dans le même document, Jean-Lucien Boussa précise que cette mesure a été prise notamment au regard des observations définitives de l'IGF. Rappelons que le directeur général de l'OCC se trouve entre les mains de la police judiciaire depuis le 9 juillet. Autre suspension, celle de Patient Saïba, directeur général de l'OGEFREM, pour non-exécution des instructions du chef de l'État concernant le recrutement et mouvement du personnel, les promotions en grade ainsi que le licenciement abusif. D'après le ministre des Transports Chérubin Okende, ces faits constituent des indices suffisamment graves et concordants de fautes qui nécessitent une mesure préventive dans l'intérêt du service. Le directeur général de l'Office de gestion de fret multimodal, Patient Saïba, est suspendu de son poste. C'est ce que l'on peut lire dans un arrêt du ministre des Transports et voies des communications Chérubin Okende, rendu public ce lundi 12 juillet 2021. Plusieurs griefs sont mis à sa charge. Il s'agit notamment du refus d'obtempérer aux remarques formulées par la tutelle concernant son départ en congé, simultanément avec 6 missions de service devant couvrir globalement 29 jours en dehors du pays. Les refus manifestent d'exécuter les instructions du président de la République qui avait interdit les recrutements, le mouvement du personnel ainsi que les promotions en grade et licenciements abusifs. L'intérim à la tête de ces services publics sera assuré par les directeurs généraux adjoints, annonce Chérubin Okende, qui prévient par ailleurs qu'une commission disciplinaire sera composée d'un représentant de la présidence de la primature, 2 représentants du secrétariat général du ministère des Transports et mise en place en vue d'enquêter sur les faits reprochés à Patient Saïba. Cependant, certaines sources internes expliquent que cette décision du ministre des Transports et Voies des Communications est due au fait que les directeurs généraux de l'OGEFREM seraient partis en mission officielle, autorisée par ailleurs par la haute hiérarchie à Accra, au Ghana, contre la volonté de son autorité de tutelle. Des sources proches notent que c'est sur instruction du président de la République, Félix Tshisekedi, que Patient Saïba s'est rendu à Accra en sa qualité de président de l'UCCA. Mais dans son arrêt, le ministre Okende estime que ce voyage n'a pas été autorisé par lui. Voici les nœuds de problème de la suspension du DG de l'OGEFREM pendant que ce dernier est en mission. D'autres observateurs analysent dans le sens que le ministre Chérubin Okende va jusqu'à abroger l'ordonnance nommant Patient Saïba. Une ordonnance du chef de l'État. L'affaire n'a donc rien à voir avec les mesures conservatoires décidées dans le cadre des affaires IGF. L'OGEFREM n'est donc pas concerné. À la présidence de la République, des proches du président voient cette décision comme celle ayant dans le sens contraire de la ligne édictée par le président de la République, Félix Tshisekedi. Jusque-là, le dossier est à suivre.
Suite aux affrontements du groupe rebelle Makinika qui attaque les positions des FRDC à Minembwe, le gouvernement provincial était en réunion d'urgence pour faire le point de la situation. Suite aux affrontements signalés dans les hauts plateaux de Fizi entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les adeptes de Makanika, le gouverneur du Sud Kivu, M. Théo Mwabidjekassi, a convoqué une réunion spéciale du Conseil de sécurité provincial afin d'aborder la question et évaluer les opérations de l'armée loyaliste qui consistent à restaurer effectivement l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province. Il ressort de cette rencontre que les FARDC sont engagés dans la traque de l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. Se livrant à la presse, le ministre provincial de la Sécurité, Lwabandji Lwasingabo, a en outre fustigé la détention illégale d'armes par des civils avant de signifier que l'autorité provinciale a appelé ceux qui sont encore dans la brousse de suivre la voie prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à savoir le processus du programme de désarmement, démobilisation, relèvement social et stabilisation, service récemment mis en place au sein de la présidence de la République. Des civils avec armes ont tiré sur des militaires. Alors ici, la position du Conseil provincial de sécurité est claire. Il s'agit de rappeler aux uns et aux autres, à tous ceux qui portent les armes, qu'ils n'en ont pas l'autorisation et que seuls les éléments des FARDC et ceux de la police sont autorisés à porter les armes. Ceux qui ne vont pas rendre les armes, FARDC les désarmes de force. S'agissant de la criminalité urbaine, Lwasingabo promet que le gouvernement provincial a déjà arrêté des stratégies pour mettre les ennemis de la paix hors d'état de nuire, sans fournir d'amples détails à la presse pour, dit-il, ne pas alerter les malfrats. Théo Mwabidjekassi a, au cours de ses conseils de sécurité, insisté sur la collaboration de tous les services de sécurité et la population afin de déjouer d'éventuels cas d'attaque dont pourraient être victimes ces administrés qu'il a la charge de protéger avec leurs biens. La date pour les obsèques officielles du cardinal Laurent Mosengo est connue. C'est le 19 juillet prochain, selon le comité organisateur des obsèques de l'archevêque émérite, à l'issue d'une réunion préparatoire tenue ce lundi, à laquelle ont pris part le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, et le cardinal Fridolin Mbongo. C'est au centre Lindongué dans la commune de Limete que le premier citoyen de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a ensemble avec le cardinal Fridolin Mbongo, en compagnie des hauts membres du clergé catholique, passé en revue les contours de l'organisation de funérailles du cardinal Laurent Mosengo Passigna, décédé en France le 11 juillet dernier, qui pourront se dérouler officiellement à partir de ce lundi 19 juillet, jour du rapatriement de la dépouille mortelle. Selon les organisateurs, dont certains membres de la famille, l'archevêque émérite de Kinshasa, Laurent Mosengo, sera inhumé au sein de la cathédrale Notre-Dame de Lingwala, aux côtés de ses prédécesseurs, les cardinals Frédéric Echunzabi et les cardinals Joseph Albert Malula. Juste après la réunion, au centre Lindongué, le gouverneur Jean-Tini Ngobila, accompagné du cardinal Fridolin Mbongo et quelques membres du comité organisateur, se sont rendus à la cathédrale. Il en ressort que les travaux de construction du caveau où reposera éternellement le cardinal Mosengo vont débuter dès l'approbation du plan prévu pour demain mardi 13 juillet. Quatrième jour de violence en Afrique du Sud et la situation se dégrade de plus en plus. Les autorités déplorent la mort de plus de 32 personnes au cours de ces violences. C'est l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma la semaine dernière qui a provoqué des vives réactions à travers le pays. Des pillages et des incendies ont touché plusieurs villes. Ce qui a commencé comme un mouvement d'humeur en Afrique du Sud, juste après l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma, a laissé la place à des pillages et des émeutes liées à la crise économique exacerbée par la pandémie de Covid-19. En effet, des défilés et quelques violences ont suivi l'incarcération de Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison. La police, renforcée par des groupes des résidents armés qui protègent leur quartier, des vigiles engilés par balles et fusils d'assaut au point qui protègent les centres commerciaux. Des émeutiers blancs comme noirs emportent téléviseurs géants, nourriture, matelas, réfrigérateurs, bref, tout ce qui se présente devant eux selon les journalistes présents sur plusieurs sites. Lundi soir, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a souligné le caractère inédit de ces violences, estimant que si les frustrations et la colère exprimées ont des racines politiques,
aucune cause ne peut les justifier. Il a promis de restaurer le calme et la stabilité. Pour l'instant, la situation est loin d'être sous contrôle et les pillages des centres commerciaux se poursuivent tant au KwaZulu-Natal, autour de Durban et dans des régions de Johannesburg. Et ce mardi matin, la région du Cap semble épargnée, mais des heurts ont été signalés dans les townships des Cap Flat. Alors que l'hiver austral commence, la situation des nombreux Sud-Africains est de plus en plus précaire. À leurs difficultés pour se nourrir, se soigner, s'ajoutent des coupures d'électricité qui perturbent les activités des entreprises et pénalisent de nombreux habitants dont la vie quotidienne tourne autour de la survie. On passe au rappel des principaux titres. Arrivé à Kinshasa du président du Burundi Evariste Ndayishimiye pour une visite d'État en RDC ce mardi, il sera reçu par le président de la République Félix Tshisekedi. Le sénateur Augustin Matata Ponyo a subi un long interrogatoire ce lundi 12 juillet au parquet général près la Cour constitutionnelle. L'audition a été focalisée sur le dossier de la zaïrianisation pour lequel la Chambre du Parlement a autorisé la justice à le poursuivre. Vague de suspension dans les établissements et services de l'État après Patient Saïba de l'OGEFREM. Ce mardi, on note également l'OCC et le FPI dont les animateurs ont été notifiés par des arrêtés des différents ministres. La revue de presse, c'est dans un instant sur votre chaîne. Merci de rester avec nous. Le tour d'horizon de ce mardi, c'est avec Jenny Kayembe de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue Jenny. Bonjour Amina Bayombo, bonjour à tous. Loi sur la nationalité, où est la responsabilité du président de la République dans cette affaire, s'interroge. Tout à fait Amina, à ces sujets nous avons retenu pour vous quelques journaux ici. D'abord la prospérité qui note halte à l'intox. Patrick Mouyaya, loi sur la nationalité, le président de la République n'est pas derrière, s'exclame la consoeur. Interrogé à ces sujets, les ministres de la Communication et Médias, également porte-parole du gouvernement, cités par la prospérité, déplorent la manière dont est abordée cette question dans l'opinion, tout en affirmant que le chef de l'État n'est ni derrière ni devant cette loi. Il exhorte cependant ses compatriotes à faire taire les passions inutiles. Pour lui, cette polémique est une véritable distraction entretenue de mauvaise foi, rapporte Forum des As. Réagissant également à cette question, les G13, repris par c-sur-7.cd, estiment que les initiateurs d'une telle approche défient les bons sens et ne veulent pas tirer des leçons du passé. Amina, pour finir, je signale que cette proposition de loi sur la congolité ou la loi Tchani est vivement contestée, même par les proches Tshisekedi. C'est le cas du député Peter Kazadi et Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, cité par les potentiels online. Ces derniers estiment que l'UDPS n'est pas du tout intéressé par ce débat. La réaction de l'UDPS intervient après celle du Front commun pour les Congo, de l'ensemble de Moïse Katumbi et de la coalition Lamouka. En Afrique du Sud, les militants pro-Zuma ont déclenché des violences après l'arrestation de cet ancien président. Effectivement, ces violences ont causé des pertes en vies humaines. Les bilans provisoires font état des 32 morts. Hormis ces bilans, ces pertes en vies humaines s'ajoutent des dégâts matériels. Les forces de l'ordre ont réussi à s'imposer et ont dispersé les mouvements de foule, rapporte France24.com. Ces incidents malheureux ont lieu au lendemain de l'incarcération en pays zoulou de l'ancien président Jacob Zuma, condamné à une peine de prison ferme pour outrage à la justice, Amina Bayombo. Et le chef de l'État n'a pas tardé de réagir d'un ton ferme. Cyril Ramaphosa décrit les violences de ces derniers jours comme les pires que le pays n'ait jamais connues depuis les années 1990, rapporte Radio France Internationale, avant d'appeler la population au calme et de mobiliser l'armée sud-africaine. Et pour finir, à Mina, près de 500 personnes ont été arrêtées et l'armée va continuer de mettre la main sur les auteurs de troubles afin de permettre à la justice de faire son travail, a prévenu le président sud-africain Cyril Ramaphosa. On va terminer avec cette insolite, la ressemblance frappante entre Loudoyon et son fils de 19 ans.
Effectivement, c'était à l'occasion des 19 ans de Marloé. Son fils, Lou Duyon, a publié un tendre message d'anniversaire accompagné d'une photo du jeune homme sur les réseaux sociaux, rapporte 7sur7.be. C'est à cette occasion que les internautes ont parlé d'une ressemblance frappante entre la mère et son fils. Dans les commentaires, les internautes n'en reviennent pas. Amine, c'est comme vous et votre sœur aînée, vous vous ressemblez tellement sur les plans héréditaires. Les scientifiques disent que cela est lié à l'évolution et à la biologie. Merci beaucoup Jenny Kaimbe pour votre revue de presse de ce mardi. Merci à vous autant. Merci à tous de votre attention. Le prochain journal, c'est dans moins d'une heure. À très bientôt. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.